à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de notre MOOC sur la démarche entrepreneuriale. Le chapitre 1 nous a permis d'aborder les fondements de la création d'une équipe entrepreneuriale et vous en êtes a priori ressortis avec plus de questionnements que de réponses. Ne vous inquiétez pas, c'est le propre de la posture entrepreneuriale. Savoir s'interroger sur soi, ses associés et bien sûr son projet démontrera votre capacité à transformer votre projet afin de le maintenir en adéquation avec son marché. C'est une partie très importante de ce que l'on appelle le design thinking. L'évolution très rapide des besoins de vos consommateurs vous poussera à itérer en permanence. Une jeune entreprise a la possibilité d'être agile et elle doit l'être. Mais je m'écarte de notre sujet du jour, le financement de projet. Dans ce chapitre 2, mon intervention sera beaucoup plus factuelle. À nouveau, il n'y a pas de règles. Cependant, nous avons la chance en France d'être très bien structurés sur ce point. Beaucoup d'entrepreneurs vous diront qu'ils pensaient que le financement serait le plus grand frein à leur création, alors que bien d'autres enjeux ont pris le dessus. Avant d'attaquer le cœur du sujet, j'aimerais tout de même rappeler un point essentiel. L'objectif d'une entreprise est bien de générer du chiffre d'affaires et non de lever de l'argent. Vos premiers financeurs, ce sont vos clients. Il me semble important de souligner cette notion, car à terme, une entreprise a pour objectif d'être économiquement viable en répondant à un besoin du marché. Les médias économiques et entrepreneuriaux font souvent l'apologie des grandes valorisations boursières ou des importantes levées de fonds réalisées par nos startups. C'est en effet un bon indicateur de succès, ou au moins de potentiel succès de l'entreprise. Cependant, il faut bien rappeler que l'entrepreneur cherche de l'argent pour des raisons précises que nous évoquerons dans ce module. À partir du moment où vous aurez trouvé votre idée et votre équipe, viendra la réflexion stratégique sur sa mise en œuvre. Plusieurs outils existent afin de vous aider à réaliser cette tâche. Les plus connus sont bien sûr le business plan et plus récemment le business model Canva. Dans tous les cas, à l'issue de la réalisation de ces documents, vous aurez une vision plus éclairée du marché de votre entreprise, de son positionnement, de ses valeurs et de la proposition que vous allez apporter à vos futurs clients et utilisateurs. Vous trouverez des modèles bien construits sur les sites de vos chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers ou sur le site de l'agence France Entrepreneur. Viendra ensuite la réflexion sur le coût du projet. Vous devrez pour cela établir un prévisionnel financier. Il sera la suite logique de votre réflexion globale et vous permettra d'identifier les postes de coûts les plus importants. Il vous permettra au départ de comprendre le besoin en financement de votre projet. L'enjeu majeur de l'entrepreneur est bien la gestion de sa trésorerie, ou comme diraient nos amis de BPI-France, la gestion de votre cash. Comme je vous le rappelais en introduction, nous avons la chance d'être très structurés en France sur le financement de l'entrepreneur. Encore faut-il le savoir, et savoir frapper à la bonne porte au bon moment. Avant d'entamer un panorama des différents moyens de financer son projet, retrouvons Ladislas de Toldi, fondateur de l'ECA, afin qu'il nous parle de sa vision du financement lorsqu'il a créé son projet. Bonjour Ladislas. Bonjour. Donc en quelques mots, l'ECA c'est quoi? Alors l'ECA, c'est ce petit compagnon robotisé, très mignon, qui a été développé spécifiquement pour les enfants qu'on appelle exceptionnels. Donc c'est tous les enfants touchés par l'autisme, la trisomie, le polyhandicap. Et donc pour eux, c'est un petit compagnon de jeu. Et pour les parents et les professionnels, c'est un outil ludo-éducatif qui les accompagne dans la prise en charge. Donc concrètement, comment ça se passe? Le parent ou le professionnel a un iPad, se connecte au robot. Et sur l'iPad, ils ont notre application avec toutes les activités éducatives. Des activités qui peuvent travailler la motricité, qui peuvent travailler le développement cognitif, qui peuvent travailler les interactions sociales avec des jeux multijoueurs. Et tout ça vient s'intégrer dans les prises en charge. Donc nous, on le développe depuis maintenant 3 ans. On a créé la boîte en novembre 2014. On a des partenaires avec des familles, des centres spécialisés, des organisations, des associations, en France et aux États-Unis. Aujourd'hui, on a cette version-là qu'on appelle la version alpha, que les gens peuvent acheter sur notre site internet. Et la version finale, avec un écran et beaucoup plus de capteurs, sera disponible mi-2018. Très bien. Et est-ce que vous aviez du financement au départ? Alors c'est un peu le problème de toutes les startups, le financement au départ. Alors nous, au tout début, en fait, on avait fait une campagne Ulule, alors qu'on était encore en projet scolaire, ça commençait à l'école. On avait fait une campagne Ulule avec l'idée de récolter 4 000 € pour pouvoir faire nos prototypes, nos premiers prototypes. Et après un mois de campagne, on a récolté 4 300 € avec environ 80 personnes, un peu fous, des amis, les parents, la famille, des profs de notre école qui croyaient au projet, qui ont mis un petit peu d'argent pour nous aider à nous développer. Après, une fois qu'on a créé la boîte, on a investi du capital avec mon associé Marine, mais au début, on a vraiment commencé par le crowdfunding.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les financeurs ont accueilli votre projet? Alors pour nous au départ c'était un peu complexe parce que avec notre produit on a à la fois un aspect très technologique, donc on s'était dit qu'on allait aller voir des financeurs standards, des business angels, des fonds d'investissement, mais en parallèle de ça on a aussi un aspect social très important puisque la cible à laquelle on s'adresse, les enfants en situation de handicap, est quelque chose de très particulier. Et donc on était un peu assis entre les deux mondes, de l'entrepreneuriat standard et de l'entrepreneuriat social. Donc nous on est plutôt rentré par l'entrepreneuriat social au départ. On a été accompagné par l'ESSEC, la chaire entrepreneuriat social et Make Sense en particulier. Mais le financement à ce moment-là dans l'entrepreneuriat social, c'était beaucoup des fondations qui faisaient des dotations, des prêts, et il n'y avait pas d'investissement en dur. Or nous on savait qu'on allait avoir des besoins en capitaux importants. Et de l'autre côté, les investisseurs standards nous disaient « Ah oui, mais votre marché est beaucoup trop restreint, nous ça ne nous intéresse pas, vous devriez faire du grand public ». Bon, on a continué, malgré les avis opposés des deux côtés, tout en restant à la fois sur l'entrepreneuriat social et sur l'aspect entrepreneuriat standard. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les deux se sont vraiment rapprochés en France et qu'il n'y a plus de séparation franche, il y a des échanges forts entre les deux. Et donc on a maintenant des partenaires financiers qui nous accompagnent et qui sont des deux bords. Donc tout est bien qui finit bien pour nous. Très bien. Merci Ladislas. Avec plaisir. Nous verrons un peu plus tard que le chemin de Stanislas a été quelque peu différent. Démarrons notre panorama et pour cela, je vous propose de prendre un exemple qui nous servira de référence tout au long de ce MOOC. Partons du principe que vous vous lancez avec un nouveau concept de fast-food bio. Vous avez évalué votre projet à 100 000 € pour un premier point de vente, puis vous souhaitez en développer 3 en année 2 et démarrer un réseau de franchise en année 3. Cette expression est maintenant entrée dans le langage courant de l'entrepreneur. La Love Money représente votre capacité à rassembler de l'argent de manière autonome autour de votre projet. Selon les cas, vous êtes en capacité de faire un apport plus ou moins conséquent. Si vous avez peu de moyens, ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas jugé sur le montant apporté, mais sur votre niveau d'engagement. Encore une fois, nous entrons dans une notion subjective, mais bien réelle. Si vous vous impliquez de manière significative dans votre projet, vous montrerez votre motivation à vos futurs partenaires financiers. Si d'autres vous ont suivi en amont, ils seront d'autant plus rassurés. Nous parlerons ensuite du crowdfunding, mais il peut parfois aussi entrer dans cette catégorie. Dans tous les cas, votre enjeu sera de prouver que vous avez déjà su convaincre des gens de participer à l'aventure. Ce n'est pas obligatoire, comme tout le reste, mais très aidant. N'oubliez pas que plus l'entrepreneur est entouré, plus il donne confiance. Votre incubateur, votre réseau d'entrepreneurs, vos expériences professionnelles seront des atouts majeurs pour crédibiliser votre demande de financement. Plus qu'un CV, ce que l'on demande à l'entrepreneur, c'est une cartographie de son écosystème. Nous reviendrons sur la manière de créer cet écosystème autour de vous dans un prochain chapitre. Si nous reprenons notre cas, partons du principe que vous êtes 2 associés. Grâce à vos économies et au soutien de quelques proches, vous avez réussi à rassembler 10 000 € chacun. Vous voilà donc avec 20 000 €, reste à trouver les 80 manquants. Je vous ai parlé lors de notre dernier module de la solidarité entrepreneuriale. Cette solidarité se matérialise de nombreuses manières. Mentorat, mise en relation, advisory board, c'est-à-dire un comité d'entrepreneurs experts que l'entrepreneur rassemble lorsqu'il a une problématique. L'une des démonstrations les plus concrètes de cette valeur est le prêt d'honneur. Créer des employeurs pour créer des emplois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est André Mullier, le fondateur du réseau Entreprendre. Porté par des associations, les 2 réseaux majeurs étant Réseau Entreprendre et Initiative France, les prêts d'honneur sont soutenus par les pouvoirs publics, des entreprises et des organismes consulaires. Ils n'ont généralement pas de critères de secteur d'activité ou de développement. Leur seul critère d'attribution sera la viabilité de l'entreprise et l'entrepreneur. Leur fonctionnement est assez similaire. Ils accordent des prêts allant de 5 000 à 50 000 € à taux zéro et sans garantie. L'objectif de ces prêts sera de faire un effet de levier à votre futur prêt bancaire. Si vous souhaitez bénéficier d'un prêt d'honneur, vous devrez présenter votre candidature. Vous rencontrerez alors quelques entrepreneurs du réseau qui étudieront votre niveau d'engagement dans le projet, l'adéquation entre vous et votre entreprise et la viabilité financière du projet. S'ils émettent un avis favorable, alors vous passerez devant un comité qui confirmera l'accord du réseau à vous suivre et qui déterminera le niveau de financement attribué. L'objectif de ces réseaux est de prendre le risque avec vous. Leur mission ne s'arrête pas uniquement au financement. Un parrain vous sera attribué et il vous verra régulièrement afin de vous aider dans le lancement de votre entreprise. Je vous recommande fortement de frapper à la porte de ces structures.
Elles sont généralement réparties par région, très accessibles et bienveillantes. Bien sûr, il faudra vous présenter avec un projet bien structuré, mais vous avez beaucoup à y gagner. Et maintenant, je vous propose de laisser la parole à notre expert, Emmanuel Libaudière, directeur marketing et développement au sein du réseau Entreprendre. Emmanuel Libaudière, bonjour. Bonjour. Le prêt d'honneur, donc, c'est plus que de l'argent, n'est-ce pas? C'est effectivement beaucoup plus que de l'argent. En fait, le prêt d'honneur, il s'intègre dans une chaîne de valeur avec 3 grands éléments. Le premier, c'est de l'accompagnement, qui est apporté par des chefs d'entreprise. Le deuxième, c'est effectivement le montant financier du prêt d'honneur et qui est renforcé par l'apport des banques. Chez nous, chez Réseau Entreprendre, un prêt d'honneur, c'est jamais sec. On ne fait pas un candidat qui vient chez nous pour juste un prêt d'honneur, on ne sait pas faire. On ne travaille pas du tout de cette manière-là. Pour nous, le prêt d'honneur, en fait, il sert à générer de la confiance. Ça sert à renforcer un plan de financement, ça sert à faire effet de levier avec les banques, puisqu'on a quand même un chiffre qui est intéressant. Un prêt d'honneur en moyenne, ça fait 22 000 €. Et ces 22 000 € génèrent en moyenne un effet de levier de 13. Donc 134 financements pour 10 cas de prêt d'honneur. Donc ça fait des financements, ça permet de déclencher des financements auprès des banques qui sont importants. Je disais facteur de confiance, générateur de confiance, on a beaucoup de banques qui nous disent si vous y allez, si vous accompagnez ce lauréat, cet entrepreneur, chef d'entreprise, plus que porteur de projet ou lauréat, un chef d'entreprise, alors on y va. On va débloquer des financements pour l'aider. Je voudrais juste ramener une petite anecdote. Vous connaissez le terme américain « venture capital ». Si on le traduit littéralement, « venture capital », ça veut dire le capital de l'aventure. Et ici, en Europe, on a tout compris puisqu'on traduit par le capital risque. Donc on est complètement à l'opposé dans cette dynamique de générer de la confiance. Et nous, c'est bien notre objectif de pouvoir ici générer de la confiance pour prendre le risque avec le chef d'entreprise, pour l'aider à réussir. Notre meilleur facteur de réussite, en fait, c'est que ce soit des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui puissent se réaliser dans leur métier, qui puissent révéler leur talent de chef d'entreprise et à partir de là, avoir des boîtes qui vont se développer vite, fort et bien, qui vont pouvoir créer de la richesse et créer de l'emploi. Voilà, nous, notre accompagnement, la valeur que l'on donne au prêt d'honneur, en fait, c'est beaucoup plus la valeur de l'accompagnement qui est fait par des chefs d'entreprise qui donnent du temps, puisqu'ils sont des bénévoles, et en plus, qui donnent de l'argent pour pouvoir le faire. Donc c'est quand même assez remarquable. Quels sont les bénéfices de tout ça? En fait, ils sont relativement simples. C'est une meilleure autonomie du chef d'entreprise, une plus grande autonomie du chef d'entreprise, c'est de la confiance, on en a parlé. C'est évidemment de la performance et de la pérennité. Ça se traduit comment? Si on regarde le taux de pérennité des entreprises que nous avons accompagnées sur 5 ans, eh bien on a un taux de pérennité qui est à 84% quand la moyenne nationale est à 56%. Donc à quoi ça sert le prêt d'honneur qui est un élément, un outil, jamais qu'un outil et pas une finalité? Ça sert à générer de la confiance, de la performance et de la pérennité. Pour terminer, je voudrais juste faire une autre petite anecdote. On est en France dans un très très beau pays pour l'entrepreneuriat. Il n'y a peut-être pas plus beau pays pour l'entrepreneuriat que la France, avec un mouvement qui s'est amplifié, on ne va pas reprendre tous les exemples, et qui s'est énormément amplifié. Il y a beaucoup d'argent disponible, des projets de qualité trouvent toujours de l'argent, et on parle là de prêt d'honneur, mais plus important encore que le prêt d'honneur, et presque plus important que l'accompagnement qu'on amène, c'est le meilleur financement, c'est l'argent des clients. Et on oublie un peu trop souvent que ce sont des clients qui financent les entreprises dans la pérennité. Donc pour ceux qui sont à la recherche de subventions, d'ouverture de capital, qui vivent avec de l'argent public, attention, concentrez-vous d'abord et avant tout sur les clients, développez votre proposition de valeur, faites-vous accompagner pour pouvoir développer votre entreprise. Dans notre cas, partons du principe que l'un des réseaux vous fasse un prêt d'honneur de 30 000 €. Vous voici donc avec 50 000 €. Si vous avez bien suivi, le prêt d'honneur permet d'avoir un effet de levier significatif sur le prêt bancaire. En effet, les banques s'appuient sur l'expertise des réseaux. En moyenne, pour 1 € de prêt d'honneur, les banques prêtent 7,30 €. Cependant, je vous propose un petit détour par l'option du crowdfunding.
Le crowdfunding, ou financement par la foule, est apparu il y a une dizaine d'années. Dans un premier temps dans les milieux associatifs et artistiques, puis les entrepreneurs se sont appropriés la solution. Le principe est le suivant. L'entrepreneur propose son projet sur une plateforme dédiée. Il demande un niveau de financement. L'entrepreneur communique largement sur sa recherche par tous les leviers possibles. Réseaux sociaux, proches. Les particuliers peuvent investir des petites sommes. À partir du moment où le montant demandé est atteint, l'entrepreneur dispose de l'argent. Il y a 3 manières de faire du crowdfunding. Le crowdfunding par prévente. Vous proposez à votre communauté d'acheter vos produits ou services en précommande, avec des bonus selon le montant investi. Print, start-up française de coques de téléphone imprimant des photos, a par exemple levé 1,5 million de cette manière sur la plateforme Kickstarter, alors qu'il cherchait 50 000 $. Le crowdfunding en equity maintenant. Vous pouvez l'apparenter à une levée de fonds. Dans le cas où le montant que vous demandez est atteint sur la plateforme, les investisseurs créent une holding qui investit dans votre entreprise. Enfin, le crowdfunding par obligation. Plus récent, les investisseurs vous font un prêt par obligation simple avec un taux allant de 6 à 12% selon le niveau de risque estimé. Cette solution est souvent réservée pour de la croissance plus que pour de la création d'entreprise. Benjamin Watine, cofondateur de SoWeFund, va nous apporter son expertise sur le sujet du crowdfunding. Bonjour Benjamin. Bonjour Elodie. Donc y a-t-il un bon moment pour lancer sa campagne de crowdfunding? Alors il y a des bons moments en fonction du type de financement et du type de campagne auquel vous allez faire appel. Donc si c'est une campagne de crowdfunding en pré-vente, don contre don, ça peut s'appeler aussi comme ça, eh bien vous allez avoir 2 bons moments. Le premier bon moment, c'est vous lancez votre projet. Ça va être le moment où vous allez pouvoir récolter vos premiers financements au travers de votre entourage, au travers de vos amis, de vos premiers peut-être clients. Et puis il y a un deuxième moment qui est intéressant et qui se voit de plus en plus, c'est une fois que vous avez réalisé déjà vos preuves du concept, votre recherche et développement, là vous allez pré-vendre votre prototype et là vous allez effectuer des recherches de financement peut-être plus conséquentes et l'objectif c'est de montrer à tous que votre produit a beaucoup d'appétence. Ensuite, enfin, vous avez le crowdfunding en equity, crowdfunding en action. Quand on lance une campagne en equity, en crowdfunding equity, eh bien, le bon moment, c'est plutôt une fois qu'on a réalisé la preuve du concept et qu'on va avoir besoin de financement pour financer sa croissance et son développement. Enfin, vous avez le financement par obligation, qu'on appelle le lending, c'est du prêt. On va faire appel au grand public pour vous prêter de l'argent. Généralement, le bon moment, c'est une fois qu'on a 2-3 ans d'expérience, puisqu'il faut au moins 2 bilans pour pouvoir faire appel au financement par le prêt. Qu'est-ce qui fait qu'une campagne de crowdfunding fonctionne alors? Alors pour qu'une campagne de crowdfunding fonctionne, il faut savoir que quelle que soit la campagne de crowdfunding, eh bien c'est une grosse campagne de communication. Ça veut dire que vous allez devoir faire appel à votre entourage proche, à vos amis, aux amis de vos amis, et faire en sorte de partager un maximum l'information, puisque vous êtes une société publique. Vous êtes mis en ligne, tout le monde peut avoir accès à votre projet. Alors après, en fonction du crowdfunding que vous réalisez, que ce soit dans l'obligation, le prêt et l'equity, là vous allez avoir aussi, puisque ce sont d'autres montants que vous allez aller rechercher, devoir faire appel à d'autres acteurs, peut-être aller rencontrer des business angels, rencontrer des fonds d'investissement pour essayer justement de rassembler un maximum d'acteurs, professionnels ou non, dans votre campagne de crowdfunding. Il faut savoir que sur des campagnes de dons, donc de prévente, c'est souvent justement votre client qui va faire le premier achat potentiel. En revanche, pour les plateformes de prêt, comme pour les plateformes d'investissement, d'equity, eh bien, votre entourage, vos amis, ça ne suffira pas forcément. Vous allez faire appel, vous allez devoir convaincre des investisseurs plus traditionnels, peut-être, des business angels, d'autres acteurs de l'économie, et il va falloir montrer patte blanche en présentant un business plan très détaillé, un plan de financement sur 3 à 5 ans en fonction des plateformes, et donc ce n'est pas la même histoire. Et est-ce que ça a un coût de faire appel au crowdfunding? Alors effectivement, ça a un coût. Certaines plateformes vont vous demander un fixe pour pouvoir lancer la campagne, vous accompagner au lancement de la campagne. Et sinon, généralement, toutes les plateformes vont vous demander une rémunération au succès, c'est-à-dire à la réussite de votre projet, en fonction du montant que vous aurez atteint, qui équivaut entre 5 et 10% des montants levés. Merci Benjamin. Merci Elodie. Dans notre cas de restaurant, les montants levés de cette manière sont généralement autour de 10 000 €. Nous sommes maintenant en possession de 60 000 €. Vous voici prêts à faire le fameux tour des banques. Tout d'abord, parlons un peu des a priori. Vous entendrez régulièrement que les banques ne financent pas les entrepreneurs ou qu'elles ne prennent pas de risques. C'est faux.
La principale activité des banques est bien de financer l'économie. Les grandes entreprises, certes, mais aussi les entrepreneurs. Cependant, il faut connaître les règles du jeu. Tout d'abord, elles seront vigilantes sur vos fonds propres. L'enjeu de la banque est de maintenir sa part de risque au même niveau que celui de l'entrepreneur. C'est pourquoi je vous ai proposé cette chronologie dans le financement. De cette manière, vous vous présenterez devant votre banquier avec 60 000 € d'apport plutôt que 20 000 €. L'ensemble des solutions présentées ci-après sont intégrées dans les fonds propres de l'entrepreneur en dehors du crowdfunding par obligation. Ensuite, votre financement sera à la libre appréciation de votre banquier, de sa direction ou de sa région selon la banque et le niveau de financement demandé. Pour vous financer, la banque s'assurera que le projet répond à un besoin identifié, que vous n'êtes pas dans un secteur considéré à risque pour votre banque et que l'expérience des fondateurs correspond bien au projet. En dehors de ces considérations, au moins en première année, il me semble difficile de se présenter devant une banque afin d'obtenir du financement pour de l'embauche, de la communication et plus généralement les projets immatériels. Cependant, les tendances changent. Les banques se dotent actuellement pour la plupart de services innovation, mieux armés pour comprendre les enjeux d'entreprises de type start-up. Enfin, si vous avez de la même manière que dans notre exemple pu obtenir du soutien de la part d'organismes de prêts d'honneur ou de crowdfunding, et si vous êtes accompagné, cela rassurera largement les partenaires bancaires. Il n'est pas possible de parler des banques sans citer BPI France. La Banque publique d'investissement est l'organisme bancaire de l'État. Elle a pour mission de soutenir fortement le développement des entreprises françaises. Son action, la plus connue pour les entrepreneurs, est la garantie bancaire. Afin de faciliter la prise de risque par les banques, BPI France peut garantir votre prêt bancaire jusqu'à 70%. Reste à vous de négocier le reste entre vous et la banque. Il n'est pas rare de devoir se porter caution personnellement pour tout ou partie d'un prêt bancaire. C'est une décision qui appartient à l'entrepreneur. BPI France n'arrête pas son action au cautionnement. Elle propose de nombreuses solutions de financement et même des subventions non remboursables. Il est donc actuellement incontournable de se rapprocher de ses conseillers dans le cadre de votre recherche de financement. Échangeons quelques minutes avec Aurélien Bannon, responsable du financement de l'innovation à Paris chez BPI France. Bonjour Aurélien. Bonjour. Donc expliquez-nous ce que peut faire BPI France pour les entrepreneurs. On peut faire beaucoup de choses. Alors avant tout, peut-être préciser que BPI France, on est une banque un petit peu particulière. Du fait de notre actionnariat, nous sommes une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui fait que nous avons des ressources, autant d'État que privés, qui nous permettent de proposer des produits atypiques et un positionnement à part. En tant que banque de financement du développement de projets, nous n'avons pas les mêmes offres que dans la plupart des banques. Nous ne proposons pas de carte bleue, nous ne gérons pas les flux. Nous sommes une banque du développement. C'est-à-dire que vous tous, entrepreneurs, vous qui avez de l'ambition, vous développez à l'international, que vous innovez, que vous rachetez d'autres entreprises, que vous construisez des usines, nous sommes là pour financer ce type de projet. Et par cela, on a à peu près 3 grands métiers qui peuvent s'adresser à vous. Le tout premier, c'est BPI France Investissement, qui représente la branche d'intervention en capital auprès des entreprises. Nous avons à peu près une 50aine de fonds qui permettent d'intervenir sur une grande part de typologies d'entreprises, PME, start-up, ETI, et dans beaucoup de secteurs d'activité et à la plus grande majorité des moments de vie d'entreprise. Création, capital amorçage, capital risque, développement, transmission. Toutes ces phases-là, on va essayer d'intervenir via des investissements toujours minoritaires, accompagnés d'un autre investisseur en fonds propres. Ça représente globalement à peu près un peu plus d'1 milliard d'investissements chaque année. Ensuite, nous avons BPI France Financement, qui représente la partie banque de la Banque publique d'investissement, tout simplement. C'est la partie prêteur de dette. Et dans ce métier-là, nous avons 3 sous-métiers. Le tout premier, qui est le métier de la garantie. C'est un métier très simple, c'est le métier comme d'un assureur. Nous assurons les banquiers pour lesquels vous viendrez les solliciter pour un prêt. Quel que soit le partenaire bancaire, nous sommes capables de venir contre-garantir ce prêt à travers une quotité de garantie qui est en général de 50%. Nous sommes donc là en partage de risque avec vous et la banque pour financer vos projets de développement. Et encore une fois, dans la plupart de toutes les phases de vie d'entreprise, que ce soit de la création, du développement ou de la transmission. Et ça représente à peu près 7 milliards de crédits garantis chaque année. Enfin, nous avons BPI France Financement. Et dans Financement, il y a le financement totalement classique. Dans cette phase-là, nous sommes capables de financer des actifs immobiliers, acquisition de bureaux, construction d'usines, du financement de matériel également, qui va de camions, de voitures à des grues, voire des hélicoptères que nous savons financer.
Et enfin, nous avons le financement de l'immatériel. Ce financement de l'immatériel, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement l'acquisition d'une autre société, c'est financer votre BFR de croissance. Ceci, nous sommes capables de le financer avec des prêts sans garantie sur des durées assez longues qui vont de 5 à 10 ans. Enfin, nous pouvons aussi mobiliser votre poste client pour réduire le délai de paiement que vous pouvez subir en tant qu'entreprise. Et dans tous ces cas-là, nous sommes capables d'intervenir autant que vous soyez une PME, une start-up ou une grande entreprise. Enfin, nous avons le métier du financement de l'innovation. Le financement de l'innovation, ça s'adresse pour toutes les entreprises qui innovent. Alors l'innovation, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr de l'innovation technologique, mais ça peut être de l'innovation de services, de l'innovation de modèles économiques. Tout cela, nous sommes capables de le financer à travers d'une part des aides d'État, qui sont des subventions, des avances récupérables, des prêts à taux zéro. Et là-dessus, nous allons vous accompagner dans le développement de votre produit. Et après, vous allez devoir le commercialiser. Et là, nous allons intervenir avec des prêts sans garantie qui viendront renforcer votre structure financière dans le développement commercial de votre société. Voilà, j'espère que ce panorama un peu exhaustif vous a permis de vous donner envie de nous contacter et de vous rapprocher de vos directions régionales. Et il y en a près d'une quarantaine sur notre territoire qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous accompagner dans votre développement. Merci. Merci Aurélien. Vous avez donc maintenant un apport de 60 000 € auquel s'ajoutera un prêt bancaire de 40 000 €. Félicitations, vous avez les fonds nécessaires à l'ouverture de votre premier point de vente. Reste maintenant votre projet de développement en franchise. Vous voici maintenant en réflexion pour l'accélération de votre développement. Vous souhaitez mener des projets de R&D et vous avez besoin d'acquérir des utilisateurs en grand nombre sur votre plateforme afin de monétiser vos datas ou, comme dans notre exemple, vous avez un projet de développement en franchise. Les raisons de faire appel à des investisseurs sont nombreuses. Bonne nouvelle, les investisseurs sont nombreux aussi. Les premiers que l'entrepreneur rencontre sont généralement ceux que l'on appelle les business angels. Cette terminologie désigne celles et ceux qui ont un patrimoine financier leur permettant d'investir dans les jeunes entreprises. La loi TEPA de 2007 a incité de nombreux particuliers à le faire pour des raisons de défiscalisation. Ils se regroupent souvent dans ce que l'on appelle des fonds TEPA. Cependant, une grande partie des business angels souhaitent investir dans des entreprises proches de leur univers ou auxquelles ils peuvent apporter plus que du simple investissement. C'est ce que l'on appelle du smart money. L'investisseur, en plus du financement, va devenir un accélérateur pour votre business en déployant ses réseaux pour vous. Les business angels se regroupent généralement à plusieurs sur un même investissement. Les montants levés vont de 100 000 à 1 million d'euros. Afin de les rencontrer, il faut se présenter auprès de leurs associations pour leur proposer de pitcher votre projet, c'est-à-dire présenter votre entreprise en moins de 10 minutes. La liste des associations de business angels se trouve sur le site de France Angel. Pour conclure, BPI France abonde généralement aux levées de fonds sur un niveau de montant équivalent. Viendra ensuite le moment de vous développer de manière plus conséquente. Vous pourrez alors vous tourner vers les fonds d'investissement. Les montants levés auprès des fonds démarrent généralement autour de 1,5 million d'euros et peuvent monter très haut. Les fonds d'investissement sont généralement sectorisés, mais ce n'est pas le cas de tous. La notion qui sera importante à vos yeux en cas de levée de fonds sera la valorisation de l'entreprise. Elle se base forcément sur votre historique comptable et vos prévisions de vente. Cependant, beaucoup d'éléments entrent en compte. Potentiel de marché, portefeuille de clients, projet de développement, etc. Il y aura donc une discussion entre vous et vos investisseurs afin que vous ne soyez pas trop dilués, c'est-à-dire la réduction du nombre de parts dans l'entreprise, et que l'investisseur puisse faire une sortie intéressante pour lui. Les investisseurs restent dans l'entreprise entre 5 et 7 ans généralement. C'est le moment de retrouver Ladislas de Toldi pour évoquer son parcours de financement. Donc Ladislas, on a évoqué tout à l'heure le crowdfunding. Quelle a été la suite? Donc on a commencé par le crowdfunding sur Ulule. Ça c'était en 2012. On a ensuite créé la boîte en 2014 où on a fait un apport en capital lors de la création. Et ensuite on a eu un prêt d'honneur Scientipol qui nous a permis de lever 60 000 € et donc d'avancer dans notre développement. Ça c'était pour nous une étape importante parce que c'était une validation de notre projet. Scientipol a un processus de sélection qui est assez strict et donc pour nous c'était important de nous confronter à ce processus pour voir si on allait dans le bon sens. Donc pour nous c'était important. On a aussi eu des aides publiques. On a eu par exemple le PIA une fois qu'on a intégré l'incubateur Agoranov. Et ensuite nous avons fait une première levée de fonds
Donc ça, c'était en 2016, qui était une levée de fonds un peu particulière parce qu'on avait à la fois des business angels et à la fois une plateforme de crowdfunding equity qui s'appelle SoWeFund, avec laquelle on a travaillé. Donc ça a duré 4 mois en levée de fonds et ça nous a permis au total de lever 450 000 euros. Avec donc des business angels, par exemple Angel Santé, qui est spécialiste, un groupement de business angels qui investit vraiment dans la santé, des gens qu'on connaissait ou des gens qu'on ne connaissait pas, et surtout grâce à la plateforme de bénéficier de ce qu'on appelle la love money, donc friends and family, d'avoir le grand-oncle qui a un peu d'argent et qui veut faire une défiscalisation, les parents, les grands-parents, etc. Tous ces réseaux-là, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, de passer par ce WeFund, ça nous a permis de simplifier le process. Ça nous a aussi permis de simplifier notre table de capitalisation. On a une holding, on n'a pas plein de petits investisseurs. Et au final, ça nous a permis de lever quand même pas mal d'argent grâce à ça. Et pour nous, c'était important parce que, vu la cible que nous avons avec notre produit, c'était important d'avoir cette communauté. On a aussi des parents d'enfants exceptionnels qui ont investi en capital de l'argent chez Leka. Et pour nous, c'était important parce qu'on savait que quelques mois après, on allait lancer une nouvelle campagne de crowdfunding, mais ce coup-ci sur Indiegogo, où les gens allaient pouvoir précommander le produit. Et donc, on voulait se servir de tous ces gens qui avaient investi en capital pour en faire une caisse de résonance. Donc pour nous, c'était hyper naturel de commencer par le crowdfunding, de lever notre premier tour de table en equity, en crowdfunding, et après de lancer, c'était en mai 2016, notre campagne de crowdfunding sur Indiegogo, où les gens pouvaient à ce moment-là précommander le produit. Et donc là, on a réussi à lever 149 000 $, donc ça fait un peu plus de 300 unités. Ce qui, dans notre domaine et avec notre prix de produit, est un nouveau record. Donc on était très fiers de pouvoir faire ça. Et on a après eu d'autres aides publiques, par exemple le CIN, qui sont des aides financées par la BPI, qui sont aussi très intéressantes parce que ça demande de bien saucissonner son projet et qui accompagne dans le développement en fait. Donc tout ce qui est recherche, développement, c'est à la fois une aide financière, mais c'est aussi une aide structurelle pour bien penser son projet et être sûr que les étapes de développement vont être les bonnes. Et les fonds d'investissement, c'est quelque chose auquel vous pensez? Alors oui, absolument. Alors l'histoire avec les fonds d'investissement, c'est une histoire d'amour un peu compliquée. Il y a plusieurs types de fonds d'investissement. Il y a ce qu'on appelle, dans notre cas, les fonds d'impact investing, donc qui vont voir l'aspect social. Donc c'est avec eux qu'on travaille aujourd'hui sur notre nouvelle levée de fonds. Et puis après, il y a les fonds plus je dirais standards, qui vont investir dans la technologie ou pas d'ailleurs, mais dans des boîtes avec des marchés plus grand public. Nous, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'à la fois, on sait qu'on a des besoins en capitaux importants, puisqu'on a un produit hardware qu'il faut fabriquer. Mais en même temps, il était difficile au départ de les convaincre de la pertinence de notre marché, de la taille de notre marché et de la potentialité pour eux, parce qu'un fonds d'investissement, quand il investit, il veut faire un retour sur investissement, de pouvoir faire un retour sur investissement avec un investissement chez Leka. Aujourd'hui, comme notre premier marché est aux États-Unis, qu'on travaille pas mal avec des investisseurs étrangers justement, et que c'est des sujets qui sont de plus en plus d'actualité, les gens comprennent qu'il y a un vrai marché, qu'il y a un vrai potentiel. Donc on travaille en fait avec la vague qui arrive. C'est pas facile, ça prend du temps. Il n'y a pas forcément d'exemples sur lesquels on peut se reposer en disant on veut être le Uber de l'éducation spécialisée. On ne veut pas être le Uber de l'éducation spécialisée, mais il n'y a pas de comparable en fait. Donc ça c'est difficile. Donc la première question que posent les fonds, c'est est-ce que moi je vais faire mon retour sur investissement, donc sinon le fonds n'investira pas. La deuxième question, c'est aussi la potentialité de croissance. Est-ce qu'on s'arrête à l'éducation spécialisée? Est-ce que demain on veut ouvrir à l'éducation en général, aux personnes âgées, medical device, pourquoi pas? Tout ça, c'est des possibilités de croissance qui pour nous sont très intéressantes, qu'on étudie. Et donc ça qui peuvent intéresser les fonds d'investissement. Et derrière, au-delà de la croissance et de la valorisation de l'entreprise, le fonds il va vouloir sortir à un moment donné. Et donc là, il se pose la question de à qui est-ce que je vais revendre mon produit. Et en fait, ça dépendra un peu de la trajectoire qu'on aura prise. Si on va dans du medical device, on peut imaginer être racheté par General Electric, Healthcare, Philips, ce genre d'entreprise. Si on va sur de la pure technologie, on peut être racheté par des gens comme Sphero, pourquoi pas Google, Facebook. On ne sait pas ce qu'ils verront plus tard, mais il faut avoir cette idée-là dès le départ. En fait, quand on va chercher ces financements-là, il faut être capable de répondre à cette question. Demain, ce que va devenir Leka et qui pourra potentiellement me racheter. Parce que ce n'est pas quelque chose auquel on va devoir, qu'on fera au dernier moment, il faut vraiment le prévoir dès le départ et l'intégrer dans la stratégie globale de l'entreprise. Merci Ladislas. Avec plaisir.
Comme vous avez pu le constater grâce à notre exemple, le financement de l'entrepreneuriat est bien plus accessible que dans l'imaginaire collectif. Mais attention, accessible ne veut pas dire facile. Pour financer votre projet, vous aurez besoin d'y consacrer du temps. Votre enjeu sera de convaincre vos proches de vous soutenir dans l'aventure, convaincre les entrepreneurs du réseau de prêt d'honneur de vous faire confiance et convaincre votre banquier de vous accompagner. Pour la première fois, vous allez devoir vendre votre projet. Ces acteurs ne vous suivront pas sur votre intuition, mais bien sur des éléments tangibles. D'où l'importance de vos supports de présentation sur le fond pour démontrer votre sérieux et sur la forme pour démontrer votre capacité à bien faire. Rappelez-vous aussi que se financer représente un engagement fort, moral pour les prêts d'honneur, souvent sur ses biens personnels pour un prêt bancaire et sur la possible perte de contrôle dans le cas d'entrée d'investisseurs. C'est pourquoi il est important de bien évaluer son besoin en financement et de se financer progressivement. Plus vous lèverez de fonds tard, mieux vous pourrez valoriser votre activité en basant vos arguments sur l'expérience acquise. L'entrepreneur doit savoir se financer, en bas de bilan par de la dette et en haut de bilan par des levées de fonds. Rappelons tout de même que la rentabilité est le meilleur levier de financement de l'activité. Votre projet, une fois financé, vous ne pourrez pas le mener seul. Vous et vos associés allez devoir trouver les talents nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise. C'est justement l'objet de notre prochain module, le recrutement.